Qu'est-ce que c'est la bioéthique? La bioéthique, c'est la science, c'est une discipline qui s'intéresse à l'éthique de ce qui concerne le vivant. Donc, l'éthique environnementale, l'éthique de la recherche sur les êtres humains, depuis les expériences nazies, il y a eu de travail sur la recherche, et l'éthique clinique, l'éthique médicale, la relation médicale, médecin, équipe de soins et les patients, et l'éthique des politiques de santé. L'objectif, la question fondamentale de la bioéthique, c'est comment faire pour bien faire. C'est une question constamment renouvelée. Le plan qu'on va suivre, on va parler des deux paradigmes de la pratique vétérinaire, les petits et les grands animaux. Ensuite, on va parler de la notion de conflit d'intérêt en médecine. Je vais vous donner l'exemple de la médecine humaine. Quelques exemples en médecine vétérinaire pour enfin répondre à la question est-ce que c'est possible de pratiquer sans être dans le conflit d'intérêt, parce que le conflit d'intérêt est partout. Les deux paradigmes. Il y a la médecine des grands animaux. Moi, j'ai fait de la pratique 15 ans, mais à peu près 5-6 ans dans les grands animaux et ensuite dans les petits animaux. L'objectif dans les grands animaux, c'est vraiment différent que dans les petits animaux, c'est d'autonomiser notre client. Notre client, il n'est pas là, je veux dire, il faut le faire économiser, trouver ses problèmes, trouver des solutions pour le rendre autonome. Le modèle, c'est le modèle du soignant qui est un ami et confident. Nos clients deviennent nos amis, on les connaît, quand ça fait 100 fois qu'on voit un client, on le connaît de A à Z. Tandis que dans la médecine des animaux de compagnie, l'objectif, c'est de fidéliser le client. Et le modèle, c'est le modèle business. Le modèle où le vétérinaire est un entrepreneur. Et c'est dans ce modèle-là qu'il y a le plus de situations de conflit d'intérêt. En fait, qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Chose que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est pas une accusation, comme on le dit, comme la vision du droit. Et puis ça nuit beaucoup à travailler sur ce sujet. Dès qu'on mentionne le mot conflit d'intérêt, on demande tu dis que je te corrompu, tout ça. Donc, le conflit d'intérêt, c'est une situation dans laquelle le praticien se trouve à risque, pas se trouve en action de conflit d'intérêt, mais à risque d'altérer son jugement professionnel, ainsi que ses actions, de manière indue. On va revenir au mot indu, qui est un terme assez subjectif, concernant un intérêt primaire. Dans le cas d'un médecin, c'est l'intérêt du client. Le vétérinaire, c'est l'intérêt du... le médecin, c'est le patient. Le vétérinaire, c'est pas notre patient nécessairement, c'est le client. Ça ressemble un peu, la médecine vétérinaire, à la pédiatrie. Le client nous amène un patient. Le patient, on ne peut pas y parler, il ne peut pas nous parler. En privilégiant un intérêt secondaire. Les intérêts secondaires, le principal, c'est les intérêts économiques personnels. Mais il y a aussi l'intérêt de vouloir avoir une notoriété. Dans les institutions, des fois, l'intérêt secondaire, c'est de vouloir garder des subventions. On ne va pas parler en mal de certains produits. En vrai, on pourrait résumer la définition par ceci. C'est une situation de praticien qui se trouve à risque de modifier son jugement professionnel et d'agir indûment pour son propre intérêt économique plutôt que l'intérêt de son client. Les synonymes d'indu, de manière abusive, arbitraire, inéquitable, injuste. Mais j'en ai trouvé un autre que j'aime beaucoup, c'est léonin, qui fait rapport au lion, c'est-à-dire dont les avantages et les bénéfices ne sont pas répartis de façon équitable. Le médecin a plus d'avantages et de bénéfices que son patient dans la décision médicale qui est prise. Dans le code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec, on dit à l'article 14 que le vétérinaire doit subordonner son propre intérêt et celui de ses associés et de ses employeurs à celui de son client. C'est très clair, mais c'est pas facile. On peut se demander c'est quoi l'intérêt d'un client. Tannenbaum, qui est un des grands auteurs en éthique vétérinaire, dans sa Bible 95, dit que l'intérêt du client, c'est d'obtenir des services compétents, accessibles et abordables. Danger, c'est qu'il y a beaucoup d'incitatifs pour prescrire, pour faire des tests, des chirurgies qui ne sont pas toujours nécessaires pour augmenter la prestation de service et augmenter les revenus du professionnel. Rodwin est un auteur qui a écrit un livre intéressant, qui est une référence en interprétage. Il vient de réécrire un livre en 2011 qui, en fait, il a comparé le Japon, la France et les États-Unis au niveau de la manière que la médecine s'est développée et comment le conflit d'intérêts s'est
tricoter dans tout ça. En médecine humaine, bon, notre professeur pourrait bien nous en parler. Le médecin a toujours été pharmacien. On a séparé la pharmacie de la médecine. Pourquoi? Parce que prescrire et vendre des médicaments, ça amène des enjeux éthiques. Si les médecins prescrivaient les médicaments et les vendaient en même temps, il n'y aurait jamais de générique de prescrire. Ça serait juste des médicaments payants et des médicaments coûteux. Puis en bioéthique, c'est indéniable que les intérêts financiers de vendre des médicaments, les intérêts, le rôle du médecin, c'est incompatible. En médecine vétérinaire, on a plusieurs exemples, on va faire le tour, mais premièrement, le vétérinaire est toujours pharmacien. On vend tout ce qu'on prescrit, alors que, je veux dire, les animaux sont comme les êtres humains. La pharmacopée humaine, je dirais que 90% des médicaments qu'on prescrit, si c'est pas plus, c'est la même chose qu'en médecine humaine. L'amoxyl, si je vous ouvrais, c'est pas moi, mais si on ouvrait un chien et un humain à côté du même poids, personne ici pourrait me dire c'est lequel qui est le chien et c'est lequel qui est l'humain. Au niveau abdominal, cardiaque, n'importe quel endroit. Un autre sujet qui est très controversé dans la littérature, c'est les vaccins annuels. Pourquoi est-ce que le chat et le chien, c'est le seul mammifère qui existe, qui a besoin d'un vaccin à chaque année, et cela jusqu'à la fin des jours? Je pose des questions sur ce sujet, d'autant plus que ce ne sont pas des virus, qui sont des virus qui mutent, c'est des virus qui sont assez stables. Logiquement, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on vaccine un chien 3 fois, puis sa immunité est gardée jusqu'à la fin de ses jours, comme un peu nous. Mais certains chiens ne vont pas le faire parce que c'est individuel. Puis pour ces petits cas-là, on vaccine tout le monde tout le temps. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment nécessaire? On peut se questionner sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous connaissez le ver du cœur chez le chien. Le ver du cœur, c'est arrivé en 1984 au Québec. Et l'incidence dans les États du nord des États-Unis, on n'a pas de résultats. C'est assez bizarre qu'on n'ait pas les résultats, mais l'incidence est de 6 cas sur 10 000. En médecine humaine, une maladie comme ça, on n'en parlera même pas. En médecine vétérinaire, on traite, on teste 100% de tous les chiens à chaque année. Ça pose des questions, il y a beaucoup de critiques sur ce sujet-là. Un autre sujet très controversé, c'est les outils de diagnostic. Les vétérinaires acquièrent, pour les payer des impôts, ils acquièrent l'équipement, les échographies, des machines, pareil comme en médecine humaine. Je parle en médecine vétérinaire des petits animaux. Et puis, il n'y a pas eu d'études en médecine vétérinaire, je n'en ai pas trouvé, qui étudie le nombre de tests qui sont effectués par animaux par année. Mais en médecine humaine, on a remarqué que lorsque les professionnels sont propriétaires des entreprises qui font les tests diagnostiques, mais ils vendent 2 fois plus de tests que les médecins qui n'ont pas de lien avec l'industrie ou avec l'entreprise qui fait le test. Et les tests sont 2 fois plus chers. 3. Un autre sujet. C'est ça. 2 fois plus cher. Non, 3 minutes. Il reste 3 minutes? Ah oui, j'étais emballé par ton... Ah oui. J'ai pas regardé là. Un autre sujet très controversé, c'est l'alimentation des chiens et chats. On a créé, avec l'industrialisation des années 50, on a créé l'alimentation pour chiens et chats basée avec des céréales, alors que le chien et le chat, ce sont des carnivores. Ils ne sont pas équipés pour digérer des céréales. Mais c'est quand même une industrie. Hop! J'ai perdu mon option. Ah, c'est un marché qui équivaut. Un marché aux États-Unis seulement de 5 milliards de dollars, pour le comparer. Toute la médecine vétérinaire, c'est 7 milliards de dollars. C'est un marché qui est vraiment important. Et il y a beaucoup de critiques qui démontrent que les pathologies comme la diabète, l'obésité qu'on voit chez les animaux qui sont causées par le fait, la dysplasie de la hanche, les problèmes cutanés qui sont causés par l'alimentation qu'on donne aux animaux, faite avec des céréales, alors qu'on devrait leur donner des restes de table. Puis il y a des études qui ont montré que si on donne juste de la bouffe, des scraps de table, des restes de viande, du gras aux chiens et chats, leur espérance de vie est de 2 ans plus vieille. Et puis ils ont même une maladie de santé. On se demande s'il n'y a pas une question de conflit d'intérêt. L'enjeu, c'est la perception du public. De plus en plus, les vétérinaires, si vous voyez les émissions que les Bougons ont faites, c'est une vétérinaire américaine, ici en Pennsylvanie, qui a fait une clinique qui s'appelle MOMS, Multiple Option Surgery and Medicine.
Medicine and Surgery. Elle voit bien que notre réputation, et puis elle est très gênée de ça. Alors, on fait quoi? Première chose, autonomiser le client. Comme un peu on fait chez les grands animaux. Parce que puis il y a des vétérinaires qui vont dire, si on autonomise le client, ils n'ont plus jamais nous voir, on n'a pas plus d'argent avec. C'est faux. Autonomiser le client, c'est par la main invisible. Plus qu'on est honnête avec le client, plus il y a des clients qui viennent, plus que notre achalandage augmente, et plus on fait de l'argent. C'est pas vrai que c'est se tirer dans le pied. Énoncer les conflits d'intérêts. Tous les auteurs qui travaillent sur les conflits d'intérêts disent, on devrait le dire. Bon, je vais vous parler de la nourriture, mais moi je fais 35% sur la nourriture. Tu sais, je vais vous en rendre dépendant, mais je veux dire, moi j'y crois. Mais même, puis énoncer le conflit d'intérêt, mais beaucoup d'auteurs disent que ce n'est pas suffisant d'énoncer le conflit d'intérêt. Il faudrait éliminer les conflits d'intérêt. Est-ce possible? Une autre question. Autre chose, un sujet très important en bioéthique, c'est le consentement libre et éclairé du patient. Par exemple, si on prescrit un antibiotique à un client, on devrait lui dire, mais vous pouvez aller à la pharmacie, vous allez payer l'antibiotique 50% moins cher, puis ça va marcher aussi bien. Mais personne ne dit ça. Parce que avoir un formulaire de niveau de soins, ça c'est une autre chose que l'américaine a fait. Alors, soit le client dit, mon niveau de soins, c'est le niveau de soins de base. Niveau de soins intermédiaire ou le sky is the limit. La personne dit, oui, c'est sky is the limit, même si je n'ai pas trop d'argent, je ne peux pas prendre de chance. Parfait. Mais là, présentement, c'est sky is the limit pour tout le monde. Puis beaucoup de gens qui ne vont jamais voir le vétérinaire parce qu'ils se disent, mais je vais aller le voir, ça va coûter 200. Ils vont me faire un test, ils vont me vacciner, ils ne vont même pas me voir si je ne le vaccine pas. Fait que ça serait important d'instituer ça dans la mentalité des vétérinaires. Puis offrir des soins vétérinaires de première ligne. Il n'y en a pas aucun au Québec. Il n'y a pas de clinique, tu peux y aller, ça coûte un 20, puis tu peux avoir un petit truc. Juste les médicaments qui sont sans ordonnance dans les pharmacies, des antifongiques pour les otites, pour les vaginites humaines, c'est maintenant sur les tablettes. Pour la même raison, on devrait dire. Mettez un petit peu d'antifongique aux pharmacies, puis ça va marcher. Caladrol, les diarrhées, mais achetez-vous une petite bouteille de gaopectate à 3$, puis ça va marcher. C'est le test de sang, test coprologique. En conclusion, on revient à notre question, comment faire pour bien faire? Ça, on pourra en parler par la suite. Juste une minute? Ah non, c'est passé déjà de 3 minutes. Continue. Non, c'est bien. Il faudrait considérer l'intérêt du client en premier, non pas. Souvent, les vétérinaires, il y a beaucoup de vétérinaires qui abandonnent. Une autre question de recherche laquelle je pourrais continuer au PhD, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes qui font de médecine vétérinaire, ils vont pratiquer 1 an, puis ils abandonnent tout ça, puis ils ne peuvent plus y aller. Imagine toi, tu es payé 40$ de l'heure, puis que tu rapportes 800, 900 à ton employeur. Tu sais. Si tu travaillais pour 100$ de l'heure, tu ferais un bien meilleur job. Fait que considérer l'intérêt du client premier, ça serait important pour une médecine vétérinaire plus éthique. Donc plus transparente, et puis sans toute la pression, je parle chez les grands animaux, chez les petits animaux. Et puis c'est une question diapo. J'ai dépassé l'espace, mais il y avait une belle photo. C'est la main de Dieu. Maintenant, montre-nous ta photo. Trop beau. Merci bien.